On a eu coutume de parler des coups d'éclat ukrainiens. Celui-là restera certainement dans les annales. Voilà qu'en plein territoire russe, on n'est pas dans l'Ukraine occupée par la Russie, on est en territoire russe, à 350 km du front ukrainien, donc loin à l'intérieur. Voilà qu'en plein territoire russe, le commandant d'un sous-marin qui avait été montré du doigt quelques mois plus tôt parce qu'il avait lancé l'un de ses missiles, un gros missile, sur une cible civile qu'il avait fait plus d'une vingtaine de morts, eh bien ce commandant de sous-marin est retrouvé, repéré et tué en pleine rue, une mort retentissante. Voyons d'abord précisément comment se sont passées les choses. Voici les indispensables avec Fanny Veil. Bonsoir Fanny. Bonsoir David, bonsoir à tous. Alors qui est cet homme, qui est ce militaire de haut rang d'abord ? Eh bien, il s'appelait Stanislav Ryczki, il avait 42 ans. Depuis peu, il était chef adjoint d'un département consacré à la mobilisation locale à Krasnodar, un secteur sensible. C'était un des cadres en vue de la marine russe qui aimait d'ailleurs se mettre en scène, comme ici, en sportif accompli. Il était surtout, il y a encore quelques mois, capitaine de l'un des principaux sous-marins diesel de la mer Noire, le Krasnodar. Ce grand bâtiment de 74 mètres de long, 60 membres d'équipage et la capacité de rester submergé pendant 1 mois et demi sans jamais revenir à la surface. Que s'est-il passé exactement ? Eh bien, tout se passe hier, justement à Krasnodar. Krasnodar, vous l'avez dit, c'est en Russie, c'est à 200 km de la Crimée, à 250 environ de la côte ukrainienne, 350 km du front. Le jour se lève, il est entre 7h et 8h du matin. Et comme à son habitude, c'est l'heure à laquelle Stanislav Ryczki chausse ses baskets et sort faire son footing. Comme souvent, Ryczki choisit le même itinéraire. Un circuit de près de 7 km. Départ d'un stade en plein centre de Krasnodar, traversée d'un parc, puis vous le voyez, descente le long du fleuve Kuban, avant de finir et de revenir en ville. Stanislav Ryczki s'était très souvent affiché en train de faire ce même tracé sur cette application dédiée aux sportifs. Et c'est sans doute cela qu'il a payé très cher. Parce que ce 11 juillet, un homme l'attend tout près de son point de départ. Lorsque le militaire passe, cet homme lui tire dessus à bout portant avant de prendre la fuite. 4 coups de feu dans le dos et dans la poitrine du gradé qui s'effondre. Il meurt quelques instants plus tard. Alors pourquoi lui ? Pourquoi ce commandant de sous-marin ? Eh bien, c'est là que l'histoire devient extraordinaire. Parce que le sous-marin Krasnodar qu'il dirigeait a une histoire particulière. Le 14 juillet dernier, il y a tout juste 1 an, c'est ce bâtiment naval qui avait tiré un missile de croisière calibre sur la ville de Vinitsa. C'est au centre de l'Ukraine. Des tirs, vous l'avez dit, sur des bâtiments, une clinique, des bâtiments d'habitation. Pas de cible militaire. 27 hommes, femmes et enfants avaient trouvé la mort et beaucoup avaient dénoncé un crime de guerre. Depuis, Ryczki figurait sur la liste des hommes les plus honnis en Ukraine, liste dressée par les renseignements ukrainiens, reprise et enrichie par plusieurs médias de Kiev. Et voici le portrait qui est fait de lui sur cette liste. Criminel de guerre russe, exécute consciemment les ordres du régime de Poutine visant à détruire l'État ukrainien et les Ukrainiens, participe directement à l'invasion militaire ouverte de l'Ukraine, liquidée le 10 juillet 2023. Alors justement, est-ce que l'homme qui l'a tué a été interpellé ? Est-ce qu'on sait de qui il s'agit ? Eh bien non, il a réussi à s'enfuir. Pour l'instant, aucune nouvelle de lui, aucune identité, aucun nom, aucune image. Le tireur qui a sans doute planifié l'assassinat de longue date semble avoir évité les caméras de vidéosurveillance de la zone. 2 hypothèses, David. Soit ce sont des Russes opposés à la guerre, des Russes pro-Ukraine, soit il s'agit d'un agent infiltré ukrainien. Et plusieurs éléments accréditent cette hypothèse. D'abord, Kiev, on l'a vu, a inscrit Stanislav Ryczki sur la liste des ennemis, je cite, de l'Ukraine. À noter, vous le voyez, que ce matin, sur cette même liste, la mention liquidée barrait le portrait de Ryczki en rouge. Ensuite, il y a ce message du renseignement militaire ukrainien, toujours ce matin. Le commandant du sous-marin de Krasnodar, impliqué dans des attaques à la roquette contre l'Ukraine, a été détruit. Et puis, troisième élément qui interroge, sur l'application de course dont je vous parlais à l'instant. Parmi les personnes qui suivent le haut gradé et qui réagissent à ces publications, on retrouve un compte attribué à un certain Kirilo Boudanov, le chef du renseignement militaire ukrainien. Cet après-midi, Kiev a officiellement nié être responsable de cette mort. Mais souvenons-nous aussi que c'est une pratique courante de l'Ukraine après ce genre d'action. Est-ce qu'on peut dire que des éliminations de personnalités militaires ou autres comme celle-là sont de plus en plus nombreuses, que ça monte en puissance ?
En tout cas, un autre haut gradé russe est mort 24 heures plus tard, c'est-à-dire aujourd'hui. Oleg Tsokov, lieutenant général à la tête de la 144e division de fusiliers motorisés depuis août dernier, août 2022. Cette fois, cette liquidation intervient au territoire ukrainien, occupé par les Russes. Il aurait été tué dans un attentat près de la ville portuaire de Berdiansk, c'est dans la région de Zaporijjia, dans le sud de l'Ukraine. Merci Fanny. Je vous donne la parole, Galia, parce que je voyais réagir, mais d'abord, simplement, l'avis, j'allais dire, du spécialiste de ce genre d'opération, s'il s'agit bien d'une opération de ce genre. Parce qu'on est à la fois dans James Bond et dans la chasse aux ex-nazis. Les comparaisons sont souvent hasardeuses, mais retrouver un homme comme celui-là, arriver à le tuer en plein territoire russe, est-ce que c'est compliqué? Est-ce que c'est une opération qui demande un savoir-faire particulier, même si on l'a vu, peut-être un peu de façon candide, il affichait son parcours tous les jours? Oui, ça nécessite un savoir-faire particulier. D'abord, ça nécessite d'arriver effectivement sur l'objectif, qui est ce capitaine de vaisseau. Ça nécessite ensuite l'extraction ou l'exfiltration du tireur. La preuve, c'est le fait qu'il est caché ou il n'ait pas été vu sur une caméra de surveillance. Eh bien, la preuve que les gens savaient qu'il y avait une caméra de surveillance. Donc, c'est quelque chose qui a été préparé. Il était donc attendu. L'exfiltration était préparée et le tireur, on ne le retrouvera jamais. On ne le retrouvera jamais. Non, je ne pense pas. Et je pense qu'effectivement, c'est sans doute les services ukrainiens qui ont monté cette affaire pour bien, comme peut-être le deuxième attentat, effectivement, contre ce général commandant une division, ça crée l'incertitude, ça crée le doute, ça crée la paranoïa au sein des chefs militaires russes. Donc effectivement, c'est tout bénéfice pour les Ukrainiens, puisque tout chef militaire russe peut se dire demain matin, je serai peut-être le cible moi-même d'un attentat. Est-ce que c'est une opération particulièrement audacieuse dans sa conception, dans sa réalisation? Ah oui, c'est audacieux. D'abord, il fallait atteindre. D'abord, c'est en Russie. Donc, ce sont des Ukrainiens qui sont allés en Russie, même s'ils parlent certains parlent, enfin, une grande majorité parle le russe couramment. Il faut s'approcher. Il faut s'assurer que c'est bien l'homme qu'ils ont choisi et pas quelqu'un d'autre. Bien s'assurer que tous les jours ils fassent le même circuit, même s'ils suivaient effectivement l'application Strava qui donnait des indications. Mais en tous les cas, il fallait. Est-ce que ce jour-là où on a décidé de l'abattre, est-ce qu'il serait bien là? Donc je pense que oui, il y avait des repérages qui ont été faits et il y a des matins où effectivement le tireur était peut-être déjà là pour observer, ou quelqu'un d'autre pour observer effectivement la présence du dit capitaine Stanislas, dont j'ai oublié le nom. Galia, je rappelle que vous parlez couramment russe, évidemment, que vous connaissez bien cette société russe, que vous avez beaucoup de relais d'informations là-bas. Qu'est-ce qui vous faisait réagir? D'abord, les services russes ont annoncé qu'ils ont arrêté la personne qui aurait tiré. Est-ce que c'est vrai ou non? Je ne sais pas. Ils ont donné le nom, c'est un nom ukrainien, Denisenko, mais il se peut qu'ils aient arrêté quelqu'un qui n'a rien à voir. En tout cas, ils disent qu'ils ont retrouvé avec lui l'arme, le fusil avec silencieux, duquel auraient été tirées toutes ces balles qui ont abattu ce commandant. Ensuite, il y a... Si c'est vrai, on aura quand même un coupable ou un pseudo-coupable. Je pense que c'est très important de souligner que pour l'instant, rien ne prouve qu'ils disent vrai. Je vous rappelle l'histoire, par exemple, de Daria Dugina, la fille de ce soi-disant philosophe Dugin. Je rappelle les faits en quelques secondes. Un attentat contre ce philosophe qui, paraît-il, a beaucoup inspiré Vladimir Poutine. Sa voiture est visée, c'est sa fille qui est tuée, c'est elle qui conduisait la voiture à ce moment-là. C'était au tout début de la guerre. Voilà, on a tout de suite arrêté une femme, on a prétendu qu'ils ont arrêté une femme ukrainienne qui aurait préparé cet attentat en complicité avec d'autres personnes. On n'a pas entendu parler d'un procès quelconque, on ne sait pas où c'en est, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai. Je vous rappelle un autre cas très récent, c'est l'attentat contre Prilepine, une grande figure de proue dont il sera certainement question aujourd'hui dans la partie consacrée à l'extrême droite, l'écrivain Prilepine, qui a été également blessé. Donc, ce sont des choses qui maintenant ne sont pas si rares que ça. Et puis, sans parler même d'attentats du genre contre Boris Nemtsov, d'attentats organisés par Kadyrov contre les opposants tchétchènes à l'étranger, dont à Berlin, mais aussi en France
etc. Donc, on est maintenant que la guerre s'enlise à l'heure de différents règlements de compte. Est-ce que c'est une autre manière de faire la guerre et est-ce que ça peut avoir, comment dire, un effet? Le général Gomar se disait, l'idée c'est que tous ceux qui participent, qui exécutent ces ordres souvent meurtriers pour les populations civiles, aient en tête qu'un jour ou l'autre, ils peuvent être une cible. Dominique. Ça me fait penser au Moyen-Orient. Il est considéré par les Ukrainiens comme un terroriste. Et donc, on va l'abattre. Il est un criminel de guerre. Il a utilisé son missile pour tuer des civils. Et donc ça fait penser, je dirais presque, à ces séries télévisées israéliennes, Fauda, Téhéran. Et c'est intéressant de voir que psychologiquement, et ça rejoint tout à fait les propos du général Gomar, il s'agit de mettre ces personnalités sur la défensive. Vous devez d'abord penser à sauver votre propre vie avant de penser à passer à de nouvelles attaques contre le peuple ukrainien. Et ça veut dire aussi pour vous, Dominique, que ces personnes sont susceptibles au moment d'appuyer sur le bouton de se dire « je prends un risque pour moi-même dans quelques mois, quelques années peut-être ». Je crois que c'est en réalité l'objectif spécifique de cette opération. C'est une forme de justice immanente et de dissuasion. Attention, nous vous regardons, nous savons ce que vous avez fait. Un jour ou l'autre, vous paierez le prix. Ce sera soit devant un tribunal international, soit sous la balle d'un agent secret. Jean-Dominique, sur une manière de faire la guerre. Dominique a raison, ça fait vraiment penser pas seulement aux séries israéliennes, mais aux pratiques israéliennes. Depuis de longue date, que ce soit contre les anciens nazis, contre des Palestiniens, contre les Iraniens. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui meurent d'étranges manières en Iran. Voilà. Donc oui, ça fait vraiment penser à ça. Côté russe, ça pose un redoutable problème de ce que les militaires appellent la sécurité opérationnelle. Comment on protège ces officiers, comment on protège ces militaires impliqués. C'est-à-dire que, par exemple, en France, Christophe le sait mieux que moi, les identités de tous les personnels, quasiment aujourd'hui, quasiment tous les personnels militaires, par exemple les pilotes de chasse qui vont bombarder une cible, par exemple quand on bombardait en Syrie et en Irak, leur identité est secrète. On n'utilise plus que les prénoms. Vous voyez, chaque fois qu'on voit des gens avec les forces spéciales, on les a encore vus lors de la cérémonie en hommage à Louis Gauthier sur la plage du débarquement, les forces spéciales sont masquées. Tout ça fait que, sauf le nom de l'officier qui commande l'unité et de son adjoint. Ces noms sont publics, aujourd'hui encore. Tous les autres sont clandestins. Enfin, sont clandestins. Pas clandestins, sont non publics. Là, évidemment, quand vous êtes en guerre, comment vous faites pour protéger le gars dont on connaît le nom parce que son nom est public, pour aller empêcher quiconque? Ça peut être aussi un règlement de compte local, on n'en sait rien. Mais le gars qui le voyait courir, je ne pense pas que ce soit ça. Mais bon. Pardon, là-dessus, Jean-Dominique, simplement, tout le monde a en mémoire les déclarations de Boudanov. Oui, bien sûr. Et Boudanov, voilà ce qu'il disait il y a quelques semaines à propos de ces éliminations ciblées qui n'étaient peut-être pas aussi retentissantes à l'époque. Nous avons tué des Russes, nous continuerons à tuer des Russes, peu importe où ils se trouvent sur Terre, jusqu'à la victoire complète de l'Ukraine. Voilà ce que disait Boudanov, le chef du renseignement militaire ukrainien. Comment vous protégez ça? Il va falloir interdire, mais pendant des années et des années, aux officiers dont le nom a été public, d'utiliser les réseaux sociaux, d'utiliser l'application. Moi, je l'utilise, cette application, mais je change. D'abord, j'ai tué personne, et en plus, je change en général d'itinéraire. Un scoop. Et je ne prends pas les mêmes horaires. Mais donc... Vous soulagez notre conscience. Certains services, Dominique. Oui, mais on a vu en France
en Afghanistan, si ma mémoire est bonne, ou au Mali, Christophe peut nous le raconter, des militaires français l'utilisaient pour s'entraîner, alors qu'ils n'auraient pas dû le faire. Des militaires, d'ailleurs. Des gens de la DGSE, je crois. Voilà. Et donc, il faut faire très attention à toutes ces choses. Et simplement, question technique, je ne sais pas si l'un d'entre vous est susceptible d'y répondre. Un commandant de sous-marin, quand il déclenche un tir comme celui-là, un missile, on a vu que ça va tuer 27 civils. Est-ce qu'il connaît sa cible ou est-ce qu'on lui transmet simplement des coordonnées et qu'il ne fait que enregistrer ces coordonnées dans la machine? Il connaît les coordonnées. Alors après, il y a sans doute une étude terrain, mais il connaît les coordonnées en fait. Donc, pas forcément la cible. Pas forcément la cible qu'on lui demande de tirer. Maintenant, reste à savoir. Ce qui est assez surprenant, c'est qu'ils connaissent le sous-marin qui a tiré. C'est-à-dire qu'ils sont allés assez loin dans les recherches. Bon, savoir que c'est le Krasnodar qui a tiré effectivement ce jour-là sur cet immeuble-là. C'est assez fort. Comment ils l'ont su, je n'en sais rien. Mais donc, preuve qu'ils ont également sans doute des sources au sein même de l'armée russe. Parce qu'arriver à déterminer, même grâce aux open source, et j'allais dire aux gens qui font du renseignement ouvert, ça me paraît quand même, c'est pas si simple que ça. Vous connaissiez l'existence de ces listes de personnes considérées comme des criminels de guerre ou complices de crimes de guerre? C'est la première fois qu'on les découvre. Ils figuraient sur des listes. Oui. Vous savez, la liste qu'on a montrée, ça s'appelle Miratvorets, c'est-à-dire littéralement celui qui contribue à la paix. Mais ce sont des listes assez énormes qui comprennent non seulement des militaires, non seulement des gens qui ont commis des crimes de guerre, mais aussi, par exemple, des artistes, des hommes politiques, des propagandistes, journalistes propagandistes, etc. Et formellement, ça ne veut pas dire qu'ils vont abattre tout le monde qui est sur ces listes, qui sont très très longues. Mais ces gens-là sont considérés comme ennemis de l'Ukraine. Ils n'ont pas de droit d'entrer en Ukraine. S'ils vont se présenter à la frontière, ils seront repoussés ou arrêtés. Donc, il doit y avoir sur cette liste peut-être des cases cochées, mais qui ne sont pas publiques, des personnes à abattre. On va avancer, mais cette opération, une fois encore, elle est audacieuse, elle est retentissante. Est-ce que dans ce genre de circonstances, les services occidentaux peuvent être mis à contribution, alors que ce soit de la surveillance électronique, satellite, même si là encore, on l'a vu, il y a une utilisation très imprudente du téléphone portable? Dans le cas présent, je ne pense pas. Mais enfin, ce qui est certain, c'est que les services occidentaux donnent beaucoup de renseignements aux Ukrainiens. À quoi leur sert-il? Sans doute à connaître exactement les positions plus militaires et essayer de connaître les intentions. Dans le renseignement, il y a deux choses. Il y a la possibilité de l'adversaire et puis les intentions de l'adversaire. Donc les uns vont plus donner les possibilités de l'adversaire et l'autre les intentions de l'adversaire. Donc c'est plus ça qu'ils vont donner l'emplacement de ce pacha de sous-marin. C'est-à-dire ça c'est fait localement avec les services ukrainiens et sans doute des sources en Russie. Ouais.